Et j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast de Miss Romy. Bienvenue sur Tanguay. Et sur Tanguay, on parle de tout, de musique, d'actualité, de tout. Et aujourd'hui, en ce mois d'août, mois assez spécial pour les Gabonais, car je suis gabonaise, 241. Pour ce mois, nous allons faire une série d'épisodes. Et pour ce premier épisode, nous allons nous intéresser au Gabon sur le plan politique. Nous allons prendre de la période de 1960 jusqu'à 2024. Je tiens à préciser qu'il y a eu un coup d'État et compagnie, mais la vidéo sur le coup d'État va venir le 30 août parce que c'est la date à laquelle ça s'est passé. Bref, c'était juste une petite information. Sur ce, j'espère que vous êtes bien installés. J'espère que vous avez mis vos kits. L'histoire de Léon Mba, c'est maintenant. Léon Mba est né le 9 février 1902 d'un père gabonais, commerçant, et d'une mère gabonaise, couturière. Dès l'âge de 7 ans, il rentre au séminaire, là où il brille par ses capacités intellectuelles. En 1920, il obtient son diplôme élémentaire et se lance dans le travail. Et il va commencer en tant que commerçant comme son père. Ensuite, il va travailler à la douane et il va aussi travailler en tant que forestier. Ce qui est quelque chose de très important à retenir. Déjà, petit contexte, à cette époque, être forestier au Gabon, c'était vraiment avoir une aisance financière. Jusqu'à présent même, le secteur du bois c'est un secteur fructueux. Mais ce n'est pas là le sujet. Et lors de cette période-là où il travaillait, il s'est fait remarquer par le fait qu'il était contre l'envahissement français, il était contre tout ce qui se passait dans son pays, l'apartheid, le fait qu'il n'y ait pas d'égalité au Gabon. En tout cas, c'est quelqu'un, il luttait pour les droits des indigènes. Malheureusement ou heureusement, il va être nommé chef de canton assez jeune. Mais c'est justement à cette période-là que les premières dérives de Léon Mba ont commencé. Je m'explique. Il y a eu plusieurs incidents, dont un où il y a le prêtre qui avait envoyé un jeune garçon déposer une lettre pour Monsieur Léon Mba. Malheureusement, il a tenté de frapper le jeune homme. Et ce n'était pas la première fois. Souvent, les gens s'aventuraient juste pour déposer des papiers ou pour quelconque raison. En tout cas, ils pouvaient s'en prendre à vous. C'est comme ça que Léon Mba, en tout cas, fonctionnait. Et cet incident va faire en sorte qu'on puisse faire intervenir son grand frère pour qu'il puisse essayer de calmer le jeu parce que ça devenait vraiment un peu incessant. Et c'est à cette même période, là où il était chef de canton, là où il va embrasser plutôt une nouvelle spiritualité qui est le Buti. Le Buti était un rite initiatique, on va dire gabonais, qui nous a été transmis par les Pygmées, qui leur a transmis aux Bantous et ainsi de suite. En tout cas, les cérémonies se passent la plupart du temps sur une période de 3 jours. Et lors de cette cérémonie, on ingurgite une plante hallucinogène appelée l'iboga qui permet de voir le présent, le futur et le passé. Donc, pourquoi je soulève ce point? C'est parce que déjà cette période et depuis le temps, là où la colonisation a commencé, l'Église catholique a joué un grand rôle dans la colonisation. Le fait de toujours dire que tout ce qui est spiritualité africaine, c'est mal, ça a créé une certaine terreur. C'est pas comme si c'était fait sur une petite période, c'était fait de manière minutieuse avec, que ce soit des mots, que ce soit avec de la violence. Donc,
toute personne qui essayait de s'aventurer dans ce chemin était directement en fait stigmatisée comme quelqu'un de mauvais. Et déjà que Léon, on va pas dire qu'il était naturellement mauvais, mais il avait des comportements à revoir selon l'administration coloniale. Et c'est un peu vrai, parce que tu ne peux pas agresser des gens sans raison valable en fait, c'est pas normal. C'est comme ça que dans les années 1930 aussi, il va être accusé de falsification de documents et d'un crime rituel. Ce qui va faire en sorte qu'il puisse être incarcéré d'abord pendant 3 ans sur le territoire gabonais et ensuite on va l'envoyer en Bangui-Chari qui est l'actuelle Centrafrique. La Bangui-Chari a vraiment été un endroit pour l'époque, une prison à ciel ouvert. C'est là où on envoyait tous les récalcitrants qui essayaient de vouloir s'opposer aux Blancs, aux Français, qui essayaient juste de s'opposer tout simplement. Il revient en 1946, il est accueilli comme un héros parce que n'oublions pas de stipuler qu'en 1938, il a écrit un livre qui s'intitule Les coutumes Fon, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un livre qui a assez bien marché. Ça a permis de montrer qu'il n'a pas oublié sa tradition. Et ça permet aussi de montrer que c'était un homme de culture. Donc, en 1946, il refait son retour au Gabon. Il est accueilli comme un héros. Mais les choses avaient changé. Les choses avaient vraiment changé. Surtout sur le paysage politique gabonais. Il y avait des personnes comme Jean-Marie Gonjo, Jean-Hilaire Obam, Jean-Marie Eko, plein de personnes qui avaient des très bons profils. Malheureusement ou heureusement, grâce à ses connaissances qui travaillaient encore en tant que forestier, il a réussi à être maire de Libreville. Ce point est assez important parce que quand Léon Mba est parti au Bangui-Chari, il était... Certes, l'empire colonial, les Français l'avaient donné un poste assez stratégique, mais c'était pas le grand amour, c'était toujours pas le grand amour. Donc, pendant ce temps qu'il était exilé au Bangui-Chari, ils l'ont sûrement lavé le cerveau, maltraité, parce que là-bas, c'était pas une cour de récré. Je tiens à le répéter, à vraiment préciser que c'était pas une cour de récréation, ce qui se passait là-bas. C'est comme ça que, quand il est rentré, il va devenir un pion, un véritable allié pour ce qu'on appelle toujours, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, la France-Afrique. Donc, en étant déjà maire, il était déjà dans la sphère politique gabonaise. Et c'est comme ça que quand, en 1958, la France se décide enfin à donner l'indépendance à ses colonies, même si ça va être de manière très calculée, il va se passer 2 choses. Les 2 choses qui vont se passer, c'est que la France va proposer aux différents pays africains 2 choix. Soit d'obtenir la décolonisation tout de suite maintenant et de ne pas avoir d'aide de leurs anciens colons, ou une décolonisation progressive. Le Gabon a bien évidemment choisi Le Gabon a choisi de prendre son indépendance 2 ans après, donc en 1960. Mais dans ce tournant-là, il y a eu des élections de gouverneurs. Et lors de ces élections, il y avait Jean-Hilaire Obam, qui était l'homme politique gabonais le plus connu à cette époque.
De 1946 à 1958, il a quand même été le représentant du Gabon à l'Assemblée nationale, ce qui montre que ce n'était pas un petit joueur. De ce vote, il va être opposé non à Jean-Hilaire Robert, mais à Jean-Marie Eco. Mais malheureusement, face à Jean-Marie Eco, on va prendre Léomba en tant que président sous le prétexte que ouais, il est plus ancien, l'ancienneté et compagnie et consort. Vous connaissez le blabla de l'ancienneté en Afrique, comme de fois par moment ça peut nous servir à rien, comme ça peut nous servir, mais bon. Dans ce cas-là précisément, ça ne nous a pas vraiment servi parce que déjà pour commencer, Léomba ne voulait pas que nous soyons indépendants comme ça. Il voulait que nous restions un département français. C'est-à-dire la France garde les rênes. Lui, il dirige toujours comme si c'était pendant la période coloniale, c'est-à-dire c'est un gouverneur. Et puis voilà quoi. Mais heureusement, lol, que les Français vont dire non. Charles de Gaulle va dire non, que c'est pas comme ça que c'était censé se passer. Et dites-vous qu'il va même essayer de plaider pour avoir un drapeau français avec un Okume, chose que je trouve assez déplacée parce que c'est assez osé d'avoir appelé. Je ne minimise pas son apport, mais c'est assez, je me dis, audacieux d'appeler une personne le père de l'indépendance alors que lui-même, il ne voulait pas. Il y a des gens qui ont venu dire que ouais, mais à la base, on n'était pas nombreux, c'est normal, il avait besoin d'aide, c'était un peu compliqué. Justement, le fait que nous soyons peu nombreux, il était justement plus facile de contenter la population. C'est juste que en sortant de prison, parce que il y a aussi cet aspect-là, c'est que quand il est sorti, la raison pour laquelle il était incarcéré, c'est falsification de documents et pour crimes rituels. Donc, quand il est sorti de là, il a été déjà maltraité parce que Bangui Chari, c'était pas un endroit là où on jouait à la dinette, c'était vraiment un endroit là où on maltraitait les Noirs pour vraiment faire des lavages de cerveau. Au point là où quand ils sortaient, bah, ils oubliaient toutes leurs convictions. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec Omar, avec Léomba plutôt. Quand il est revenu en 1946, il avait complètement changé. Et c'est pas que ça justifie ses comportements, mais comprenez, c'est pour contextualiser. Donc, en essayant de négocier, que ce soit un drapeau français avec un Okume, le fait que nous restons un département français, les raisons qu'il a eu à avancer, prouvent à suffisance que il n'était pas, pour moi, l'homme qu'il fallait à ce moment. Il était l'homme qu'il fallait parce que c'était l'homme qui pouvait accepter tous les caprices et tous les traquenards de la France. Mais quand on regarde, je me dis, un Jean-Hilaire Obama ou un Jean-Marie Ngoujo ou un Jean-Marie Eco aurait pu faire l'affaire mieux que lui peut-être. Mais on ne le saura jamais vu qu'ils n'ont pas eu le temps de pouvoir se présenter aux élections. Mais bon, c'est pas bien grave. Revenons à 1960, 17 août 1960, il réussit à prendre l'indépendance. Le Gabon prend l'indépendance. Il est le premier président du Gabon. Il nous sort un joli mignon discours à la télé. J'aimerais juste... C'est vrai qu'il ne faut pas... Quand on parle de politique, il ne faut pas mettre le cœur. Mais j'aimerais juste ouvrir une petite... une petite parenthèse. Il est inadmissible que la personne qu'on appelle aujourd'hui le père de l'indépendance était complètement opposée à l'indépendance. Parce qu'au Gabon, nous avons eu des vrais révolutionnaires et il y en a un peu marre que des, je ne vais pas dire des imposteurs, mais que des gens qui ne méritent pas d'être élevés au rang d'héros puissent être élevés au rang de héros. C'est pas normal. Nous devons commencer aussi à valoriser nos vrais héros, des personnes qui se sont vraiment battues pour le Gabon et non des personnes qui ont juste assuré que le Gabon puisse se faire complètement piller par la France. Parce que quand nous regardons au final les contrats qui ont été signés par Léomba qui permettent à la France de pouvoir exploiter nos richesses comme ils veulent, de pouvoir ils ont même un droit de veto, c'est-à-dire ils peuvent nous interdire de faire des partenariats avec tel pays. Et
quand on regarde tout ça, on se dit, est-ce que c'est le résultat du mécontentement de Léomba parce qu'il n'a pas pu avoir ce qu'il voulait, ou c'est juste que il n'aura pas le choix, qu'il va devoir accepter ça sous la contrainte, parce que n'oublions pas aussi que la France n'est pas une toute douce amie, quand même aime le faire, prétendre que nous sommes les meilleurs amis de la France, ou la France-Afrique, c'est du n'importe quoi. Donc, c'est comme ça que en 1960, il arrive au pouvoir, et c'est comme ça que en 1961, il y a des élections. Et lors de ces élections, ce sont des élections assez tumultueuses, ce qui prouve déjà assez que le pouvoir de Léomba n'est pas si assis que ça, parce qu'il y a des sérieuses frictions, comme le fait qu'il va faire arrêter Jean-Marie Ngonjo, qui était et pourtant son fidèle allié. Il va faire arrêter Jean-Hilaire Rouba. Et il y aura plein d'arrestations comme ça, arbitraires, sans aucune raison. Le règne de Léomba va être marqué par beaucoup d'exaltation, par des par des abus de la police, des militaires. Et malheureusement, en 1964, il y a eu le premier coup d'État. Le 12 février 1964, le premier coup d'État du Gabon va être fait par le colonel Mombé Eyson et Edomeyo Daniel. Ce coup d'État, faut le contextualiser. Nous sommes dans une période là où les Gabonais commencent à en avoir marre. Ils se rendent compte que nous ne sommes pas sortis de l'auberge et il y a vraiment beaucoup d'exaltation. Ce qui s'est passé, c'est que Jean-Hilaire Rouba, qui était normalement l'homme de la France-Afrique, va se faire, on va dire en quelque sorte, invincé par Léomba. Lors de ce changement brutal d'amour ou de considération de la France vis-à-vis de Léomba, Jean-Hilaire Rouba va être mis au second plan. Il va être mis au second plan de telle sorte que Léomba, ces premières années, va le nommer ministre des Affaires étrangères pour vraiment l'éloigner au maximum en fait de la scène politique. Ensuite, il va le nommer en tant que chef de la Cour suprême et en même temps député. Et comme il voyait vraiment en Jean-Hilaire Rouba un adversaire, qu'est-ce qu'il va trouver de mieux à faire? C'est de créer une loi qui interdit d'être en même temps député et chef de la Cour suprême. C'est comme ça que Jean-Hilaire Rouba va tout simplement choisir d'être député. Et ce choix va conduire Léomba à créer une taxe qui va permettre de récupérer jusqu'à, je pense, 10% sur sur la paye des députés. Donc, c'est pour vous montrer déjà que le contexte politique est assez tendu. C'est comme ça qu'en 1964, que des soldats, le colonel Mombo Eyi et Edomeyi Daniel prennent le pouvoir. Ils kidnappent Léomba, ils l'envoient à Lambaréné, plus précisément, si je ne dis pas de bêtises, à Djolé, là où il sera maltraité. Mais n'oublions pas que Léomba est d'abord le fidèle allié de la France. Et vous savez, si vous connaissez déjà un peu l'histoire de la France, que pour ces différentes colonies, il est inadmissible pour la France que un de leurs chefs d'État chéris puisse être enlevé malgré le fait qu'il puisse être une nourrie personne avec sa population. Il faut bien retenir ça. C'est comme ça qu'une intervention assez musclée va se passer. On va réussir à récupérer Léomba
Et les colonels et les protagonistes de ce coup d'État vont se faire arrêter et certains vont se faire exécuter. Après 1964, Leromba va, on va pas dire sombrer dans la paranoïa, mais il va devenir très parano. Il n'aura plus confiance en personne, au point là où il va demander à ce qu'on puisse changer l'ambassadeur, parce qu'il trouvait que Paul Courerson n'était pas assez impliqué dans les affaires de la France-Afrique, des problèmes politiques gabonais, alors qu'un ambassadeur n'est pas censé le faire. Il va être changé par Simon Kérédé, puis par Maurice Deloré. Maurice Deloré aura son importance. Retenez ce nom parce qu'il aura toute son importance dans la section du pouvoir d'Omar Bongo. Maintenant, nous allons rentrer dans la période, on va dire, un peu plus sombre de l'histoire. Parce qu'après 1964, les répressions militaires ont été encore plus violentes envers toute personne qui essayait de s'opposer au régime de Léon-Bas. C'était devenu infernal au point là où il chicotait, chose qu'il faisait déjà, mais là, il chicotait les gens quand ils ne portaient pas l'uniforme du BDG, le Bloc démocratique gabonais, qui était le parti de Léon-Bas qu'il avait créé. Donc, c'est pour vous montrer déjà le degré là où on était. Et en 1964, je vais plus entrer dans les détails de cette histoire quand je vais parler d'Omar Bongo. Mais en 1964, il y a quelque chose qui se passe sur la scène politique africaine. La guerre du Biafra au Nigeria. Cette guerre va engendrer plusieurs morts, va engendrer vraiment des gros dégâts, que ce soit économique, que ce soit surtout sur le plan humanitaire, parce que les premières photos d'enfants malnutris avec de kwashiorkor, ce sont des photos qui ont été prises au Biafra. Ce sont des photos qui ressortent de cette période en fait. C'est pour vous montrer à quel point, en tout cas pour les personnes qui ont vu ces photos, c'est pour vous montrer à quel point cette guerre a été meurtrie. Et le rôle de la France, du Gabon et de la Côte d'Ivoire a été crucial. Parce que lors de cette période, la France, qui essayait par tous les moyens d'avoir une petite place au soleil en Afrique de l'Ouest, trouvait tous les moyens et utilisait tous les moyens possibles pour y arriver. C'est comme ça qu'il va embarquer. Bon, c'est vraiment Omar Bongo qui va continuer ça, mais Léon-Bas avait déjà voté pour le oui du fait de reconnaître l'État du Biafra en tant qu'un État, en tant que pays indépendant. Parce que n'oublions pas que cette zone qu'on a appelée le Biafra est une zone du Nigeria qui va être occupée par une certaine milice qui va se mettre à exploiter le pétrole avec certaines filiales françaises. Ça sent très bien déjà que la France n'a pas de pétrole et à cette période, l'instabilité en France, la qualité de vie en France, c'est pas aussi trop ça. Donc, il faut vraiment maintenir les colonies dans une certaine situation pour faire que ça puisse profiter à la France. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est dans ce contexte que en 1966-1967, Léon-Bas tombe gravement malade et c'est comme ça que rentre en scène le président gabonais qui a fait plus de 40 ans de règne, qui s'appelle Omar Bongo. L'arrivée d'Omar Bongo, il faut le retenir, a été vivement soutenue par la France. Parce qu'ils avaient un plan derrière la tête qui était tout simplement l'exploitation du pétrole. Et vous savez que l'exploitation du pétrole ne se fait pas d'un claquement de doigts, c'est sur des choses qui prennent beaucoup de temps. Donc, ils devaient vraiment s'assurer que Omar Bongo puisse passer président. Ils vont même faire voter une loi qui va déclarer que en cas de vacation de pouvoir, c'est le vice-président qui prend
les rênes du pays, alors chose qui n'était pas normale. Normalement, euh, lorsque il y a vacance de pouvoir, c'est le président de la Cour constitutionnelle qui prend les rênes, si je ne dis pas de bêtises. Mais, exceptionnellement, il faut dire malheureusement, ils ont reçu leur coup et en 1967, ils vont ils vont faire signer des traités à Léomba qui était déjà très malade parce que même si c'était une personne qui n'était pas un enfant de cœur, il faut quand même souligner que c'était à cette période une personne qui était déjà assez malade, qui souffrait d'un cancer et vous savez que faire des séances de chimio, c'est quelque chose d'assez épuisant. Mais de là encore, apprendre le monsieur, venir faire des photos, faire des visites pour essayer de le convaincre de justement faire en sorte que Omar Bongo puisse prendre le pouvoir sans bain de sang, c'est assez, je me dis, assez déplorable et ça montre à suffisance que la France, comme ils ont un terme, soit tu l'aimes, soit tu la quittes en fait. Et c'est la même chose qu'ils utilisent avec nos présidents africains. Ils les utilisent jusqu'à la dernière goutte, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus, je sais pas, bouger le petit doigt. C'est là qu'ils vont dire que bon, on peut se débarrasser de toi. Donc, c'est comme ça que le 28 novembre 1967, Léomba décède de suite de sa maladie. Et c'est là où le Gabon rentre dans une période, on va dire, cruciale de son histoire. Parce que l'arrivée d'Omar Bongo au pouvoir, qu'on le veuille ou non, il y a du bon comme il y a du mauvais. Mais nous allons décrypter ça au prochain épisode. Restez câblés. Bon, restez câblés, c'est comme si c'était une chaîne de télé. Mais restez là. Partagez massivement. Commentez. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais remercier le travail qui a été fourni par Mister Ares et Monsieur Abbé Solo qui m'ont permis de faire cet épisode car c'est grâce à eux que j'ai pu avoir vraiment beaucoup de détails, beaucoup d'informations. Et pour terminer, mon point de vue sur Léomba, c'est que c'est un homme, selon moi, qui avait au départ des très bonnes idées pour son pays. Mais il faut comprendre que dans les années intérieures, quand tu embrasses d'autres religions, automatiquement tu devenais l'ennemi numéro 1 de l'Église catholique. Et même si l'Église catholique aime bien faire croire qu'ils ne sont pas immiscés dans les affaires politiques, ce qui est complètement faux, parce que nous pouvons toujours remarquer une implication farouche dans les affaires politiques concernant l'Église. C'est parce que c'est l'arrestation dans les années 30 de Léomba. C'est pas seulement une affaire de papiers qui ont été des papiers frauduleux, mais c'est parce qu'il a aussi été accusé de crimes rituels. Et vu qu'il avait embrassé une nouvelle spiritualité, c'était très facile de le faire passer pour le monstre qui décapite les gens et compagnie. Donc, sur ce point déjà, Monsieur Léomba, je me dis, avant qu'il ne parte, avant qu'il ne se fasse incarcérer, il avait vraiment une super vision pour le Gabon. Mais le fait d'avoir été envoyé tant d'années en prison, déjà il était détenu pendant 3 ans au Gabon et ensuite on l'a envoyé en Bangui-Chari, ce qui est aujourd'hui la Nouvelle-Centrafrique. Et cet endroit avant, c'était vraiment une prison assez ouverte. Toutes les personnes en Afrique qui essayaient de vouloir se jouer les héros, on les envoyait là-bas. Ils se faisaient vraiment maltraiter. Ils subissaient vraiment des sévices inhumains. Donc, c'est pas que j'essaye d'essayer de pardonner les actes qui ont suivi de là en bas. Mais il faut essayer de contextualiser qu'il est aussi sorti sûrement de cet état traumatisé qu'il n'avait pas tellement le choix
que à force de te faire répéter peut-être que le blanc que tu vois, il est rose, bah tu finis par dire que le blanc que tu vois, il est rose et tu n'essayes plus de vouloir trop débattre en fait. Je pense que c'est ce qui s'est passé avec lui. Et un autre point que j'aimerais soulever, c'est vraiment le fait que qu'il ne voulait pas que le Gabon puisse être indépendant. Parce que au Gabon, je trouve que il y a un peu trop de personnes qui sont élevées autant au rang de héros au nom de sauveteurs de la nation alors qu'ils ne le sont pas. Pas que je néglige le travail de Léon-Mba, mais je me dis une personne déjà qui ne voulait pas que son pays puisse être indépendant, ça doit ouvrir la réflexion sur la légitimité de son arrivée au pouvoir. Parce que, comme vous l'avez bien pu l'entendre, ça a été fait de manière un peu força, mais il est arrivé au pouvoir, il a fait ce qu'il avait à faire, et tout et tout. Dans le cas du Gabon, je me dis, dans d'autres cas, on va dire, ouais, les présidents du Gabon, le président d'Afrique, les contrats qui ont été signés, ils n'avaient pas trop le choix et tout, ils les en voulaient pas. Mais ça c'est mon point de vue. Moi je l'en veux parce que déjà quelqu'un qui ne voulait pas de l'indépendance, ne vous attendez pas à ce qu'il puisse voter des lois qui puissent être en faveur de notre pays. Lui-même il a eu à faire un discours qui allait à peu près dans ce sens, où après le coup d'État de 1964, il a été, selon lui, laissé dans son amour propre. Et donc, il a eu à prendre des décisions qui ont été irréversibles pour le Gabon. Donc, vous voyez déjà que c'est une personne, excusez-moi du terme, mais qui n'avait pas vraiment l'amour du pays, parce qu'au point là où il renvoie un ambassadeur parce que il trouve que l'ambassadeur ne s'implique pas assez dans les problèmes du Gabon, c'est assez grave. C'est pour voir à quel point il était ennuyé par la France, à quel point il voulait, je sais pas, se faire accepter par la France, parce que Foucault explique dans ce livre que ça a été très compliqué de faire comprendre à Léon-Mba que nous ne pouvons pas rester un département, chose qui était normale à cette époque vu la situation. Et je me dis, si nous étions restés un département français, nous devions être encore dans une plus grosse, excusez-moi du terme, mais dans une plus grosse merde. Parce que quand vous regardez le cas que ce soit de la Nouvelle-Calédonie ou des Antilles françaises, vous voyez très bien dans quel état ces pays sont. Ce sont comment dire ça, les mêmes manières de faire qu'ils utilisent là-bas aussi. Ils placent des gens qui ne sont là que pour servir l'État français et qui au final s'en foutent pas mal de réalité du pays. Quand vous regardez des documentaires sur la Guyane, sur la Martinique, vous vous rendez compte que nous sommes dans les mêmes combats. C'est juste la localisation qui change. Mais sinon, je me dis que si nous étions restés un département français, c'est pas comme si on allait éviter des problèmes. On allait encore être plus dans les problèmes parce que la France devait être notre chef suprême. Ça devait vraiment être la France qui devait décider pour nous. Même si c'est vrai que c'est la France qui décide pour nous, mais encore on a ce pouvoir-là du vote. Même si aujourd'hui ça n'a plus aucun sens, mais au moins on a ce pouvoir du vote. Et à travers le vote, nous avons toujours la possibilité de faire changer les choses. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, c'est sur ce que nous allons arrêter aujourd'hui. L'épisode sur Omar Bongo arrive, qui sera vraiment long parce que Omar Bongo, c'est on va dire, l'aboutissement de la France-Afrique en quelque sorte. C'est l'exemple, c'est celui qui était vraiment l'exemple parfait de la France-Afrique. Donc sur ce, on se dit à la prochaine. Bisous et prenez soin de vous.